Salut à tous. À 2h47 du matin, chaque système d'alerte par sirène, de la frontière nord d'Israël jusqu'aux villes côtières et profondément dans le Negev, s'est activé simultanément. Pendant 11 minutes, le ciel au-dessus d'Israël a absorbé le lancement le plus concentré de missiles balistiques et de sous-munitions jamais enregistrés dans l'ère moderne de la guerre. Si vous pensez que les gros titres vous ont donné toute l'image, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est déroulé pendant ces 11 minutes n'est pas reflété avec exactitude dans la couverture dominante. Il y a une histoire plus profonde sur les raisons pour lesquelles ce moment précis a été choisi, sur ce qu'il visait à accomplir sur le plan stratégique et sur les conséquences inévitables qui en découlent. Les conséquences sont en train d'être calculées en ce moment même dans des salles sécurisées, loin du regard du public. Au terme de cette analyse, il devient clair pourquoi les choix tactiques faits pendant ces 11 minutes sont en train de déclencher une réaction en chaîne qui dépasse largement le Moyen-Orient en affectant directement les coûts mondiaux de l'énergie, la stabilité des comptes financiers et le socle de l'ordre international dont dépend l'économie mondiale. La réalité stratégique que les gros titres ne captent pas commence avec l'inclusion de sous-munitions aux côtés des missiles balistiques. Cela signale quelque chose de catégoriquement différent de toutes les attaques iraniennes précédentes. Cela reflète aussi la pression interne en Iran qui a conduit à cette décision et révèle qui contrôle réellement Téhéran à l'heure actuelle. Cela expose le piège tendu aux décideurs israéliens, l'écart entre ce que Washington dit publiquement et ce qu'il communique en privé, ainsi que le rayon d'impact économique de ces 11 minutes qui est déjà en train de remodeler les marchés mondiaux, que les gens suivent les nouvelles ou non. Le monde a changé à 2H47 et comprendre exactement comment exige plus qu'un simple titre pour saisir la gravité de ce qui s'est produit. Il faut commencer par les armes utilisées, car le choix de l'armement est le signal d'intention le plus transparent qui soit. Et c'est précisément le détail que la plupart des observateurs négligent complètement. S'il s'était agi d'une attaque balistique classique, cela aurait justifié une vive inquiétude, mais pas nécessairement un changement de paradigme. L'Iran a déjà utilisé des trajectoires balistiques, notamment lors de l'échange d'avril 2024, qui a marqué la première frappe directe lancée depuis le territoire iranien vers le territoire israélien. Cette salve était audacieuse, mais dans une lecture stratégique froide, elle constituait essentiellement une démonstration théâtrale de portée, une preuve de concept montrant que l'Iran pouvait couvrir cette distance plutôt qu'un engagement total dans un conflit prolongé. La communauté internationale a absorbé le message, ajusté légèrement ses calculs, et le cycle de l'escalade a poursuivi sa lente progression. Ce qui s'est produit pendant ces 11 minutes n'était pas une suite d'avril 2024, c'était une catégorie d'action entièrement différente. Les sous-munitions ne sont pas conçues pour la précision chirurgicale ni pour la destruction d'actifs militaires isolés. Leur but est l'inverse. Ce sont des outils de saturation conçus pour créer une nappe de points d'impact simultanée sur une vaste zone géographique. Il s'agit d'une tactique spécifiquement conçue pour submerger des systèmes sophistiqués de défense ponctuelle comme le dôme de fer et Arrow, en obligeant les défenseurs à gérer des volumes massifs de menaces entrantes plutôt qu'à se concentrer sur un plus petit nombre de cibles de grande valeur. Lorsqu'un acteur choisit d'employer des sous-munitions sur un environnement urbain à forte densité, l'objectif n'est plus tactique, il est déclaratif. Il signifie à chaque service de renseignement et à chaque gouvernement souverain de la planète que les règles d'engagement antérieures, les contraintes informelles qui contenaient plus ou moins ce conflit depuis des décennies, ont été délibérément abandonnées. Chaque grand planificateur militaire est en train de disséquer ce signal à l'heure actuelle. Le seuil de violence acceptable a été déplacé, et un seuil déplacé ne revient pas en arrière. Pour comprendre pourquoi cette nuit précise a été choisie, il faut examiner la doctrine stratégique iranienne qui gouverne ses actions depuis 40 ans. Cette doctrine repose sur le concept de réponse calibrée, le principe selon lequel l'action militaire ne doit jamais être une explosion émotionnelle, mais un geste froid, calculé, exécuté précisément lorsqu'il offre le rendement stratégique le plus
élevé au regard du coût engagé. Et il ne faut pas s'y tromper, le coût que l'Iran a accepté en lançant cette attaque est monumental. Franchir ce seuil modifiera sa position internationale pour une décennie. Une décision d'accepter ce coût suggère que le bénéfice perçu a été jugé encore plus important. Pour trouver ce bénéfice, il faut examiner les 6 semaines qui ont précédé les sirènes. Pendant cette période, des frappes coordonnées américaines et israéliennes ont systématiquement démantelé une part substantielle de la puissance militaire conventionnelle iranienne. Environ 92% des principaux bâtiments de frappe navale iraniens ont été neutralisés ou dégradés. Des commandants de premier plan du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, ont été tués. Des infrastructures énergétiques ont été endommagées à un degré qui a commencé à mettre l'économie intérieure sous tension. Une négociation en coulisses facilitée par le Pakistan avait débouché sur un accord sur Hormuz que les factions les plus dures au sein de l'IRGC considéraient comme un aveu humiliant de faiblesse. La température politique au sein de la direction iranienne approchait du point de rupture. Les durs soutenaient que chaque jour passé dans une désescalade contrôlée était un jour où la capacité de dissuasion iranienne s'érodait davantage. Ils estimaient que sans démonstration visible de force, l'adversaire continuerait d'éroder la souveraineté iranienne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui mérite d'être défendu. Le barrage de 11 minutes a constitué la réponse ultime à cette pression interne, un signal adressé aux durs indiquant que le guide suprême n'avait pas abandonné sa posture de résistance et que la volonté de déployer l'arsenal restant demeurait intacte. Mais cela a aussi révélé autre chose. Le fait que l'IRGC ait lancé cette attaque immédiatement après l'accord sur Hormuz, négocié par le Pakistan, suggère un déplacement important du pouvoir interne. L'aile diplomatique semble avoir perdu son influence. La faction de la résistance semble être aux commandes. Et cela rend les prochaines 72 heures nettement plus imprévisibles, car il ne s'agit plus d'un acteur étatique pleinement cohérent opérant à partir d'une position stratégique unifiée. Il s'agit d'un gouvernement poussé par une faction qui voit dans le compromis une forme de défaite au ralenti. Ceux qui ont planifié cette attaque ont passé des décennies à étudier les cadres psychologiques et politiques de la prise de décision israélienne. Ils comprennent qu'Israël possède la capacité militaire brute de frapper l'infrastructure iranienne à une échelle qui imposerait des coûts énormes. Cette capacité est une donnée connue. La vraie question, et le piège, est de savoir si une réponse donnée sert réellement l'objectif stratégique de long terme d'Israël. L'argument en faveur des représailles à Jérusalem repose sur une prémisse simple. La dissuasion est binaire. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Si une attaque aux sous-munitions contre la ville la plus peuplée reste sans réponse, cela revient à lancer une invitation ouverte à une deuxième salve, plus meurtrière encore. La seule manière de rétablir l'équation brisée est d'imposer un coup si sévère que les dirigeants iraniens reconnaissent que leur pari initial était une erreur catastrophique. Tout ce qui est inférieur à cela est perçu comme une faiblesse terminale. En face se trouve l'argument de la retenue stratégique, et il est nettement plus complexe. Des représailles de force maximale risquent de déclencher l'explosion régionale que la communauté internationale s'efforce d'empêcher. Elle pourrait contraindre les États-Unis à un rôle de combat direct à un moment où l'opinion publique américaine et le Trésor américain sont le moins préparés à un engagement prolongé. Avec une dette nationale d'environ 39 000 milliards de dollars, la capacité budgétaire de financer une nouvelle campagne globale au Moyen-Orient est sous forte pression. Une frappe massive pourrait aussi briser la coalition internationale qui fournit à Israël un soutien diplomatique et logistique et provoquer des frappes iraniennes sur les infrastructures pétrolières des États du Golfe ou sur des positions militaires américaines, élargissant le théâtre de guerre à des dimensions qu'aucun participant actuel n'a les moyens de gérer. Voilà l'architecture du piège. L'Iran a forcé Israël à choisir entre le risque d'une escalade totale et le risque d'un effondrement total de la dissuasion nationale. Chaque voie possible a un prix mesuré à la fois en vies humaines et en dégâts économiques. Il ne reste plus d'options peu coûteuses dans cet environnement. La position américaine est la variable la plus critique dans les 72 prochaines heures. Ce que Washington communiquera à Jérusalem derrière des portes closes définira les limites de ce qui suivra. Mais l'administration américaine elle-même évolue
dans un ensemble complexe de contraintes. Les déclarations publiques afficheront un soutien sans faille au droit d'Israël à se défendre. C'est la position prévisible et politiquement nécessaire. La réalité privée sera celle d'une stricte conditionnalité. Les États-Unis fourniront presque certainement le soutien en renseignement et en défense aérienne nécessaire pour maintenir les défenses israéliennes opérationnelles. Le pupitre des conférences de presse peut encore envelopper cela dans un emballage patriotique, car rien n'incarne mieux la clarté stratégique que de vendre des contradictions avec un drapeau au revers et un visage impassible. Mais Washington fera aussi clairement savoir que certaines cibles sont interdites, en particulier toute frappe qui ferait définitivement s'effondrer la piste de négociation pakistanaise ou fermerait le détroit d'Ormuz avant que l'économie mondiale puisse retrouver un minimum d'appui. Alors que les forces américaines gèrent en parallèle un retrait de plusieurs positions régionales, que les prix de l'énergie affectent directement les résultats électoraux intérieurs et qu'un plafond de la dette limite la flexibilité budgétaire, la tolérance de Washington pour une escalade incontrôlée est à un niveau historiquement bas. Les dirigeants israéliens comprennent cette conditionnalité, même si leur rhétorique publique affiche une autonomie opérationnelle totale. Et si le camp Trump tente de vendre cet exercice d'équilibriste comme une démonstration de virilité stratégique, ce sera le numéro habituel. Un maximum d'assurance, un minimum d'arithmétique. L'écart entre les capacités et les désirs israéliens d'un côté et les contraintes américaines de l'autre est l'endroit où s'accumule la pression la plus dangereuse de cette situation. Et elle s'accumule dans le silence, dans des communications sécurisées qui ne seront jamais rendues publiques avant que les historiens écrivent sur cette période des années plus tard. Le barrage de 11 minutes a eu des conséquences qui ont atteint chaque marché financier sur Terre avant même que la plupart des gens se réveillent pour consulter leur téléphone. Les marchés de l'énergie ont réagi avec une violence rarement observée, car l'hypothèse fondamentale selon laquelle ce conflit resterait contenu a été brisée. Pendant des mois, les investisseurs ont agi en partant du principe que, quelle que soit la rhétorique, aucun des deux camps ne prendrait de mesures menaçant réellement l'approvisionnement énergétique mondial. Cette conviction a été effacée lorsqu'une hypothèse centrale de stabilité est retirée du marché qui détermine le prix du pétrole, le carburant même qui fait tourner l'industrie mondiale. La correction qui s'ensuit n'est ni lente ni douce, elle est immédiate et elle est structurelle. L'indicateur le plus sensible à surveiller est le marché de l'assurance maritime pour le transit par le détroit d'Ormuz. Dans les heures qui ont suivi le barrage de sous-munitions, les assureurs qui avaient commencé tout récemment à proposer de nouveau des couvertures après l'accord négocié par le Pakistan ont commencé à retirer leurs offres de la table, non pas nécessairement parce que le détroit est physiquement bloqué, mais parce que la trajectoire de l'escalade a dépassé les limites des modèles mathématiques utilisés pour évaluer le risque. Quand les modèles échouent, l'assurance disparaît. Quand l'assurance disparaît, le coût du transport du pétrole devient si élevé qu'il crée un blocus fonctionnel par les seuls moyens économiques. Une contraction dictée par le marché a le même effet sur une station-service locale et sur les factures d'énergie qu'un blocus naval physique. Elle se manifeste simplement à travers la tuyauterie financière plutôt que à travers des navires de guerre. Si quelqu'un détient un fonds de retraite, une pension ou tout portefeuille d'investissement diversifié, la valeur de ses actifs a été affectée par les sirènes à Tel Aviv bien avant qu'il ne se réveille pour en lire les détails. La dimension des chaînes d'approvisionnement dépasse largement le carburant. Le Moyen-Orient n'est pas seulement un hub pétrolier, c'est une artère centrale du commerce mondial. Si le conflit s'étend au point de rendre l'assurance maritime intenable dans l'ensemble de la région, la perturbation touchera chaque catégorie de biens de consommation, des produits électroniques aux fournitures médicales, les modèles de livraison en flux tendu sur lesquels reposent les économies modernes n'ont pas été conçus pour résister à un conflit régional prolongé impliquant des sous-munitions et des menaces balistiques pesant sur les voies maritimes commerciales. Pendant qu'Israël, l'Iran et les États-Unis gèrent la crise immédiate, 3 autres acteurs traitent ces événements selon leurs propres calculs et aucun d'eux n'est passif. À Moscou,
La montée de la couverture du Moyen-Orient est accueillie avec un soulagement stratégique. Chaque titre centré sur Tel Aviv est un titre de moins centré sur l'Ukraine. Chaque missile intercepteur expédié au Moyen-Orient est un missile de moins disponible pour l'Europe orientale. Ce conflit n'est pas celui de Moscou, mais sa prolongation sert les intérêts russes à un coût russe minimal. À Pékin, la situation est observée à travers le prisme du détroit de Taïwan. Les planificateurs militaires chinois suivent avec une attention précise les mouvements des groupes aéronavals américains. Chaque moyen naval détourné vers la mer d'Arabie est un moyen retiré du Pacifique occidental, ce qui modifie en temps réel l'analyse coût-bénéfice de toute action potentielle contre Taïwan. Ce que l'Iran a montré au sujet des contraintes de capacité américaines est une information que Pékin absorbe activement et consigne méthodiquement. Dans les capitales du Golfe, Riyad, Abu Dhabi et Doha, l'anxiété est palpable et calculée. Ces gouvernements ont ancré leur sécurité dans la promesse de protection américaine depuis des décennies. Ils observent désormais précisément ce que vaut cet engagement lorsque la pression atteint son point maximal. Leur alignement futur, leur volonté de continuer à participer à des marchés énergétiques dominés par le dollar et leur positionnement stratégique à long terme seront fortement façonnés par ce qui se passera dans les 72 prochaines heures. Leur silence ce matin n'est pas de l'indifférence, c'est de la peur. La peur de gouvernements qui ne voient pas encore dans quel sens la situation va basculer et qui sont déterminés à ne pas se placer du mauvais côté avant que cela ne devienne évident. Le monde a changé à 2H47 et il n'y a pas de retour possible à ce qui existait avant ces 11 minutes. Les sous-munitions ont été le signal envoyé par un acteur acculé qui a décidé que passer à l'offensive était préférable à une poursuite du déclin sous contrôle. Les marchés financiers ont déjà intégré un monde plus volatile. Les marchés de l'assurance se retirent. Les États du Golfe attendent. Moscou observe avec soulagement. Pékin calcule et Washington applique en privé des conditions à son soutien que ses déclarations publiques ne reconnaîtront jamais. Il existe encore une voie qui permet d'éviter une catastrophe totale. Mais elle ne passe pas par une victoire militaire traditionnelle de l'un ou l'autre camp. Elle exigerait une reconnaissance de la part de tous les acteurs du fait que la trajectoire actuelle mène vers un point qu'aucune nation, quelle que soit sa richesse ou ses capacités militaires, n'a les moyens de soutenir. Cela signifierait que la compétition entre l'Occident et l'Iran devrait revenir à des instruments plus lents de pression par procuration et de manœuvres économiques plutôt qu'à des sous-munitions au-dessus de Tel Aviv. Cette fenêtre ne s'est pas refermée, mais après 2H47, elle se referme plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Les décisions prises dans les 72 prochaines heures auront des répercussions dans la vie quotidienne d'une manière qui ne peut être pas encore visible, depuis le coût de l'énergie jusqu'à la stabilité de l'ordre financier dont dépendent les familles. Car dès que les caméras commencent à vendre la panique comme du leadership, le mode d'emploi médiatique à la Trump n'est jamais loin, transformer le chaos en image de marque, puis présenter la fumée comme une stratégie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.